Bonjour les amis et bienvenue dans ce 13e chapitre et 14e podcast concernant ce livre très important sur l'électricité, le vivant. C'est parti, cancer et privation de vie, chapitre 13. Le 24 février 2011, la Cour suprême italienne a confirmé la condamnation pénale du cardinal Roberto Tucci, ancien président du comité de direction de Radio Vatican, pour avoir causé une nuisance publique en polluant l'environnement avec des ondes radio. Les émissions du Vatican à travers le monde, diffusées en 40 langues, émanent de 58 puissantes antennes radio occupant plus de 400 hectares de terrain, entourées de banlieues. Et depuis des décennies, les habitants de ces communautés clament que les transmissions détruisent leur santé et provoquent une épidémie de leucémie infantile. À la demande du ministère public de Rome, qui envisageait d'engager des poursuites contre le Vatican pour homicide par négligence, le juge Zaira Secchi a ordonné une enquête officielle de l'Institut national du cancer de Milan. Les résultats, publiés le 13 novembre 2010, ont été choquants. Entre 1997 et 2003, des enfants âgés de 1 à 14 ans qui vivaient entre 6 et 12 km du parc d'antennes de Radio Vatican ont développé une leucémie, un lymphome ou un myélome à un taux 8 fois supérieur à celui des enfants qui vivaient plus loin. Et les adultes qui vivaient entre 6 et 12 km des antennes sont morts de leucémie à un taux presque 7 fois supérieur à celui de ceux qui vivaient plus loin. La troisième maladie de civilisation que Samuel Milham a associée à l'électrification est le cancer. À première vue, le lien n'est pas évident. Un mauvais métabolisme des sucres est certainement lié au diabète et un mauvais métabolisme des graisses aux maladies cardiaques. Mais quel est le lien avec le cancer ? La clé a été fournie par un scientifique ayant étudié les œufs d'oursin dans son laboratoire il y a plus de 100 ans. Il était originaire de la même ville où, un siècle plus tard, 3000 médecins allaient signer un appel planétaire déclarant, entre autres, que les ondes radio provoquent la leucémie. Le 8 octobre 1883 naît le fils d'Emile Warburg, un éminent physicien juif de Freiburg en Allemagne. Lorsqu'il a 13 ans, la famille déménage à Berlin où les visiteurs de la maison de ses parents incluaient certains géants des sciences naturelles, le chimiste Emil Fischer, le physico-chimiste Walter Nernst, le physiologiste Theodor Wilhelm Engelmann. Plus tard, quand Albert Einstein s'est installé à Berlin, le grand physicien venait jouer de la musique de chambre avec son père, Einstein, au violon et Emil Warburg au piano. Personne n'a été surpris lorsque le jeune Otto, grandissant dans une telle atmosphère, s'est inscrit à l'université de Freiburg pour étudier la chimie. Mais au moment où il a obtenu son doctorat en 1906, une épidémie croissante de maladies avait attiré l'attention de ce jeune homme ambitieux. Il était de la première génération à en être sérieusement affecté. Le taux de cancer avait doublé dans toute l'Europe depuis sa naissance et il était déterminé à consacrer sa vie à en trouver la raison et, espérait-il, un remède. C'est dans cet esprit qu'il est retourné à la faculté et qu'il a obtenu son doctorat en médecine à l'université de Heidelberg en 1911. Quels changements fondamentaux, se demandait-il, ont lieu dans les tissus lorsqu'une cellule normale devient cancéreuse ? Le métabolisme des tumeurs, se demandait-il, qui se développe de manière désorganisée, diffère-t-il du métabolisme des cellules ordonnées qui se développent au même rythme ? Impressionné par le fait que les tumeurs et les embryons primitifs sont constitués de cellules indifférenciées qui se multiplient rapidement, Otto Warburg a commencé l'œuvre de sa vie en étudiant les ovules fécondés. Peut-être que, spéculait-il, les cellules cancéreuses ne sont que des cellules normales qui ont retrouvé un schéma de croissance embryonnaire. Il a choisi l'œuf d'oursin pour son étude parce que l'embryon est grand et se développe particulièrement vite. Son premier grand travail, publié alors qu'il était encore à l'école de médecine, a montré que lors de la fécondation, le taux de consommation d'oxygène d'un œuf est multiplié par 6. Mais en 1908, il ne put aller plus loin dans son ambition car les réactions chimiques impliquant l'oxygène au sein des cellules étaient totalement inconnues. La spectrophotométrie, l'identification des substances chimiques à partir des fréquences de la lumière qu'elle absorbe, était nouvelle et n'avait pas encore été appliquée au système vivant. Les techniques existantes de culture et de mesure des échanges gazeux des cellules étaient primitives. Warburg s'était rendu compte qu'avant de pouvoir faire de réels progrès dans l'élucidation du métabolisme du cancer, il faudrait faire de la recherche fondamentale sur le métabolisme des cellules normales. La recherche sur le cancer devrait attendre. Au cours des années suivantes, sauf une pause pendant laquelle il servit pendant la guerre mondiale, Warburg a prouvé, grâce aux techniques qu'il a développées, que la respiration dans une cellule se faisait dans de minuscules structures qu'il appelait grana, et que nous appelons maintenant mitochondries. Warburg croyait raisonnablement avoir découvert la cause du cancer. Il est évident que dans le cas du cancer, le mécanisme respiratoire a été endommagé et a perdu le contrôle du métabolisme de la cellule.
Il en résulte une glycolyse incontrôlée, d'où une croissance incontrôlée. En l'absence d'un contrôle métabolique normal, la cellule revient à un état plus primitif. Tous les organismes complexes, a expliqué Warburg, doivent avoir de l'oxygène pour maintenir leur forme hautement différenciée. Sans oxygène, ils retournent à une forme de croissance simple et plus générique, telle qu'elle existait en exclusivité sur cette planète avant que l'oxygène ne soit présent dans l'air. Le facteur causal de l'origine des tumeurs, avancé Warburg, n'est autre que le manque d'oxygène. Lorsque les cellules ne sont privées que temporairement d'oxygène, la glycolyse prend le relais pendant l'urgence, mais cesse lorsque l'oxygène est à nouveau disponible. Mais lorsque les cellules sont privées d'oxygène de manière répétée ou chronique, a-t-il ajouté, le contrôle respiratoire est finalement altéré et la glycolyse devient autonome. Si la respiration d'une cellule en phase de croissance est perturbée, a écrit Warburg en 1930, en règle générale, la cellule meurt. Si elle ne meurt pas, il en résulte une cellule tumorale. L'hypothèse de Warburg a été portée à l'attention de Arthur Firstenberg pour la première fois au milieu des années 1990 par le docteur John Holt, une personnalité pittoresque d'Australie qui traitait le cancer à l'aide de micro-ondes et qui a prévenu ses collègues que ces mêmes rayonnements pouvaient transformer des cellules normales en cellules cancéreuses. L'auteur de ce livre ne saisissait pas très bien le lien entre les travaux de Warburg sur le cancer et ses propres travaux sur l'électricité, alors il a classé les documents de recherche que Holt lui avait envoyés pour de futures références. Aujourd'hui, avec tant de pièces de puzzle en place, le lien est évident. L'électricité, comme la pluie sur un feu de camp, atténue les flammes de la combustion dans les cellules vivantes. Si Warburg avait raison et que le manque chronique d'oxygène provoque le cancer, il suffit de considérer l'électrification pour comprendre l'origine de la pandémie moderne. La théorie de Warburg était controversée dès le début. Des centaines de types de cancers différents étaient connus dans les années 1920, déclenchés par des milliers d'agents chimiques et physiques. De nombreux scientifiques étaient réticents à croire en une cause commune aussi simple. Warburg leur a répondu par une explication simple. Chacun de ces milliers de produits chimiques et de substances, à sa manière, prive les cellules d'oxygène. L'arsenic, explique-t-il à titre d'exemple, est un poison respiratoire qui provoque le cancer. L'uréthane est un narcotique qui inhibe la respiration et provoque le cancer. Lorsque vous implantez un corps étranger sous-cutané, il provoque le cancer car il bloque la circulation sanguine, privant ainsi les tissus voisins d'oxygène. Bien qu'il n'ait pas nécessairement accepté la théorie de la relation de cause à effet de Warburg, d'autres chercheurs ont rapidement confirmé l'effet Warburg. Les tumeurs ont en effet, universellement, la capacité de se développer sans oxygène. En 1942, Dean Burke, de l'Institut national du cancer, a rapporté que cela était vrai pour plus de 95% des tissus cancéreux qu'il avait examinés. Puis au début des années 1950, Harry Goldblatt et Gladys Cameron, de l'Institut de recherche médicale de l'hôpital des Cèdres du Liban à Los Angeles, ont expliqué à un public sceptique qu'ils avaient réussi à transformer des cellules normales, des fibroblastes cultivés d'un cœur de rage et de 5 jours, en cellules cancéreuses simplement en les privant à plusieurs reprises d'oxygène. En 1967, l'équipe de Burke a prouvé que plus une tumeur est maligne, plus son taux de glycolyse est élevé, plus elle consomme de glucose et plus elle produit d'acide lactique. Parce qu'il affirmait que l'origine du cancer était connue, Warburg pensait que l'on pouvait prévenir environ 80% de tous les cancers si l'on pouvait écarter les cancérigènes connus. Il a donc plaidé, en 1954, en faveur de la limitation du tabagisme, des pesticides, des additifs alimentaires et de la pollution de l'air par les gaz d'échappement des voitures. L'intégration de ces comportements dans sa vie personnelle lui a valu une réputation d'excentrique. Bien avant que l'écologie ne devienne populaire, Warburg possédait un jardin biologique d'1 hectare, obtenait du lait d'un troupeau élevé biologiquement et achetait du beurre français parce que l'utilisation d'herbicides et de pesticides était plus strictement contrôlée en France qu'en Allemagne. Otto Warburg est décédé en 1970 à l'âge de 83 ans, l'année où le premier oncogène a été découvert. Un oncogène est un gène anormal que l'on pense être causé par une mutation et qui est associé au développement d'un cancer. La découverte des oncogènes et des gènes suppresseurs de tumeurs a favorisé la croyance répandue selon laquelle le cancer était causé par des mutations génétiques et non par une altération du métabolisme. L'hypothèse de Warburg, controversée dès le départ, a été largement délaissée pendant 3 décennies. Mais l'utilisation généralisée de la tomographie par émission de positrons, la fameuse TEP, utilisée pour le diagnostic et la classification des cancers humains, a ramené l'effet Warburg sur le devant de la scène de la recherche contre le cancer. Personne ne peut désormais nier que les cancers vivent dans des environnements anaérobies et qu'ils dépendent du métabolisme anaérobie pour se développer. Même les biologistes moléculaires, qui se concentraient autrefois exclusivement sur la théorie des oncogènes, découvrent après tout
qu'il existe un lien entre le manque d'oxygène et le cancer. On a découvert une protéine présente dans toutes les cellules, le facteur hypoxique inductible, qui est activé dans des conditions de faible teneur en oxygène et qui, à son tour, active de nombreux gènes nécessaires à la croissance du cancer. On a constaté que l'activité du facteur hypoxique inductible est élevée dans les cancers du côlon, du sein, de l'estomac, du poumon, de la peau, de l'œsophage, de l'utérus, des ovaires, du pancréas, de la prostate, du rein, de l'estomac et du cerveau. Les modifications cellulaires qui indiquent une respiration altérée, notamment la réduction du nombre et de la taille des mitochondries, une structure anormale des mitochondries, une activité réduite des enzymes du cycle de Krebs, une activité réduite de la chaîne de transport des électrons et des mutations des gènes mitochondriaux sont couramment observées dans la plupart des types de cancers. Même dans les tumeurs causées par des virus, l'un des premiers signes de malignité est une augmentation du taux de métabolisme anaérobie. Il a été démontré qu'en inhibant expérimentalement la respiration des cellules cancéreuses ou en les privant simplement d'oxygène, on modifie l'expression de centaines de gènes qui sont impliqués dans la transformation maligne et la croissance du cancer. La dégradation de la respiration rend les cellules cancéreuses plus invasives, le rétablissement d'une respiration normale les rend moins agressives. Un consensus se dégage parmi les chercheurs en cancérologie. Les tumeurs ne peuvent se développer que si la respiration cellulaire est diminuée. En 2009, un livre consacré à Otto Warburg a été publié sous le titre de Respiration cellulaire et cancérogénèse. Abordant tous les aspects de cette question, il contient des contributions d'éminents chercheurs en cancérologie des États-Unis, d'Allemagne, de France, d'Italie, du Brésil, du Japon et de Pologne. Dans l'avant-propos, Greg Semanza écrit « Warburg a inventé un dispositif aujourd'hui connu sous le nom de manomètre Warburg, avec lequel il a démontré que les cellules tumorales consomment moins d'oxygène, produisent aussi plus de lactate, que les cellules normales sous les mêmes concentrations d'oxygène ambiant. Un siècle plus tard, la lutte pour comprendre comment et pourquoi les cellules cancéreuses métastatiques manifestent l'effet Warburg est toujours ouverte, et 12 rounds de ce combat de poids lourd attendent le lecteur au-delà de cette brève introduction. La question posée aujourd'hui par les chercheurs en oncologie n'est plus l'effet Warburg est-il réel, mais l'hypoxie est-elle une cause ou un effet du cancer? Mais comme l'admettent de plus en plus de scientifiques, cela n'a pas vraiment d'importance et n'est peut-être qu'une question de sémantique. Comme les cellules cancéreuses se développent en l'absence d'oxygène, la privation d'oxygène donne aux cellules cancéreuses naissantes un avantage en termes de survie. Et tout facteur environnemental endommageant la respiration, par conséquent, augmentera nécessairement le risque de cancer. Que Warburg ait eu raison et qu'il provoque directement une transformation maligne, ou que les sceptiques aient raison et qu'il fournit simplement un environnement dans lequel le cancer a un avantage sur les cellules normales. L'électricité, comme nous l'avons vu, est un tel facteur. Le diabète et le cancer. Si la même cause, un ralentissement du métabolisme par les champs électromagnétiques qui nous entourent, produit à la fois le diabète et le cancer, on peut s'attendre à ce que les diabétiques aient un taux de cancer élevé et vice-versa. Et tel est bien le cas. La première personne à confirmer un lien entre les deux maladies a été le médecin sud-africain George Darrell Maynard en 1910. Contrairement à presque toutes les autres maladies, les taux de cancer et de diabète étaient en constante augmentation. Pensant qu'il pouvait avoir une cause commune, il a analysé les statistiques de mortalité de 15 États lors du recensement de 1900 aux États-Unis. Il a constaté, après correction en fonction de la population et de l'âge, que les deux maladies étaient fortement corrélées. Les États où l'incidence de l'une est plus élevée ont également une incidence plus élevée de l'autre. Il a suggéré que l'électricité pourrait être cette cause commune. Une seule cause, me semble-t-il, correspond aux faits tels que nous les connaissons, à savoir la pression de la civilisation moderne et la contrainte de la concurrence actuelle, ou un facteur étroitement lié à celle-ci. La radioactivité et divers phénomènes électriques ont été accusés de temps à autre de produire des cancers. L'utilisation accrue des courants à haute tension est un fait incontestable dans la vie urbaine moderne. Un siècle plus tard, il est admis que le diabète et le cancer se produisent ensemble. Plus de 160 études épidémiologiques se sont intéressées à cette question dans le monde entier et la majorité d'entre elles ont confirmé un lien entre les deux maladies. Les diabétiques ont plus de risques que les non-diabétiques de développer et de mourir de cancer du foie, de pancréas, des reins, de l'endomètre, du côlon, du rectum, de la vessie et du sein, ainsi que de lymphomes non hodgkiniens. En décembre 2009, l'American Diabetes Association et l'American Cancer Society ont organisé une conférence commune. Le rapport consensuel qui en a résulté a été approuvé.
le cancer et le diabète sont diagnostiqués chez le même individu plus souvent que le seul résultat du hasard. Le cancer chez les animaux. Nous rappelons au chapitre 11 que les dossiers complets d'autopsie du zoo de Philadelphie, conservés depuis 1901, ont montré une augmentation des maladies cardiaques qui s'est accélérée au cours des années 30 et 1940, et qui a touché toutes les espèces d'animaux et d'oiseaux du zoo. Une augmentation équivalente s'est produite pour les taux de cancer. Le rapport de 1959 du laboratoire de recherche Penrose du zoo a divisé les autopsies en deux périodes, 1901 à 1934 et 1935-1955. Le taux de tumeurs malignes chez 9 familles de mammifères a été multiplié par 2 et jusqu'à 20 entre la première et la dernière période. Le taux de tumeurs bénignes a augmenté encore plus. Seuls 3,6% des félins, par exemple, avaient des tumeurs bénignes ou malignes à l'autopsie au cours de la période antérieure, contre 18,1% au cours de la période postérieure. 7,8% des femelles d'ours avaient des tumeurs au cours de la période antérieure, contre 47% au cours de la période postérieure. Les dossiers d'autopsie de 7286 oiseaux du zoo, englobant 4 familles différentes, ont montré que les tumeurs malignes ont été multipliées par 2,5 et les tumeurs bénignes par 8. Passons maintenant dans ce chapitre au passage sur les statistiques de l'état civil. La véritable situation, une fois encore, est révélée par les archives historiques. L'augmentation du nombre de cancers a commencé un peu avant celle des maladies cardiaques et du diabète. Les premières données en provenance d'Angleterre montrent que les décès dus au cancer ont augmenté dès 1850. Toutes les sources historiques démontrent que le cancer a toujours accompagné l'électricité. En 1914, parmi les quelques 63 000 Amérindiens vivant dans des réserves, dont aucune ne disposait d'électricité, il n'y a eu que 2 décès dus au cancer. Dans l'ensemble des États-Unis, la mortalité par cancer était 25 fois plus élevée. En 1920 ou 1921, chaque pays en voie de modernisation a connu une augmentation inhabituelle de la mortalité par cancer de 3 à 10% en un an. Cela correspondait au début de la diffusion de programmes radio en modulation d'amplitude, AM. En 1920, les décès dus au cancer ont augmenté de 8% en Norvège, de 7% en Afrique du Sud et en France, de 5% en Suède, de 4% aux Pays-Bas et de 3% aux États-Unis. En 1921, les décès dus au cancer ont augmenté de 10%, au Portugal de 5%, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique et en Uruguay, et de 4% en Australie. Les taux de cancer du poumon, du sein et de la prostate ont augmenté de façon spectaculaire tout au long de la première moitié du XXe siècle dans tous les pays pour lesquels nous disposons de solides données. Le nombre de décès dus au cancer du sein a quintuplé en Norvège, sextuplé aux Pays-Bas et a été multiplié par 16 aux États-Unis. Le nombre de décès dus au cancer du poumon a été multiplié par 20 en Angleterre. Le nombre de décès dus au cancer de la prostate a été multiplié par 11 en Suisse, par 12 en Australie et par 13 en Angleterre. Le cancer du poumon était autrefois si rare qu'il n'a même pas été répertorié séparément dans la plupart des pays avant 1929. Dans les quelques pays qui l'ont recensé, il n'a commencé son ascension spectaculaire que vers 1920. Benjamin Ward Richardson, dans son livre de 1876 Maladie de la vie moderne, étonne le lecteur actuel à cet égard. Son chapitre sur le cancer dû au tabagisme aborde la controverse sur la question de savoir si le tabagisme a provoqué le cancer des lèvres, de la langue ou de la gorge, mais le cancer du poumon n'est même pas mentionné. Le cancer du poumon était encore rare en 1913. Sur les 2641 cas de cancer signalés à l'Institut d'études des maladies malignes de l'État de New York cette année-là, il n'y avait qu'un seul cas de cancer primaire du poumon. Frederick Hoffman, dans son ouvrage exhaustif de 1915, Mortalité due au cancer dans le monde, affirmait comme un fait avéré que le tabagisme causait le cancer des lèvres, de la bouche et de la gorge, mais comme Richardson 4 décennies plus tôt, il ne faisait aucune mention du cancer du poumon en rapport avec le tabagisme. Les scientifiques suédois Örjan Hallberg et Ole Johansson ont démontré que les taux de cancer du poumon, du sein et de la prostate ont continué à augmenter de manière tout aussi spectaculaire dans la seconde moitié du XXe siècle, dans 40 pays, en même temps que les mélanomes malins et les cancers de la vessie et du côlon, et que le taux global de cancer a changé précisément en fonction de l'évolution de l'exposition de la population aux ondes radio. L'augmentation des décès par cancer en Suède s'est accélérée en 1920. 1955 et 1969 et a connu un recul en 1978. Ces auteurs disent « En 1920, nous avons eu la radio AM, modulation d'amplitude. En 1955, la radio FM et TV1. En 1969-70, la TV2 et la télévision couleur. Et en 1978, plusieurs des anciens émetteurs de radiodiffusion AM ont été démantelés. Cela est mentionné dans leur article « Tendance du cancer au cours du XXe siècle ».
Leurs données indiquent qu'au moins autant de cas de cancer du poumon peuvent être attribués aux ondes radio qu'au tabagisme. Les mêmes auteurs se sont penchés sur l'exposition à la radio FM en relation avec le mélanome malin, suite aux conclusions d'Helen Dolk de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. En 1995, Dolk et ses collègues avaient montré que l'incidence du mélanome diminuait en fonction de la distance par rapport aux puissants émetteurs de télévision et de radio FM de Sutton Coldfield dans les West Midlands en Angleterre. Constatant que la gamme de fréquences FM, 85 à 108 MHz, est proche de la fréquence de résonance du corps humain, Hallberg et Johansson ont décidé de comparer l'incidence du mélanome avec l'exposition aux ondes radio FM pour l'ensemble des 565 comtés suédois. Les résultats sont surprenants. Les cantons qui reçoivent des signaux de 4,5 stations FM ont un taux de mélanome malin 11 fois plus élevé que les cantons qui ne reçoivent aucun signal FM. Dans leur article, le mélanome malin de la peau, pas une affaire de soleil, ils réfutent l'idée que l'augmentation considérable de cette maladie depuis 1955 est principalement due au soleil. Aucune augmentation du rayonnement ultraviolet due à l'appauvrissement de la couche d'ozone ne s'est produite dès 1955. De même, avant les années 1960, les Suédois ne se rendaient pas en grand nombre dans des pays plus au sud pour s'imprégner de soleil. La vérité embarrassante est que les taux de mélanome sur la tête et les pieds n'ont pratiquement pas augmenté entre 1955 et 2008, alors que les incidences concernant les zones situées au milieu du corps, pourtant protégées du soleil, ont été multipliées par 20. La plupart des grains de beauté et des mélanomes se manifestent aujourd'hui non pas sur la tête, les bras et les pieds, mais dans des zones du corps qui ne sont pas exposées au soleil. Elihu Richter, en Israël, a récemment publié un rapport sur 47 patients traités à l'université hébraïque, ayant développé un cancer après une exposition professionnelle à des niveaux élevés de champs électromagnétiques et ou d'ondes radio. Beaucoup de ces personnes, surtout les plus jeunes, ont développé leur cancer dans un laps de temps étonnamment court, parfois 5 ou 6 mois seulement après le début de leur exposition. Cela a infirmé l'idée qu'il fallait attendre 10 ou 20 ans pour voir les effets des téléphones portables sur la population mondiale. L'équipe de Richter avertit qu'avec l'introduction récente du Wi-Fi dans les écoles, des ordinateurs personnels pour chaque élève dans de nombreuses écoles, des transitoires de tension à haute fréquence mesurés dans les écoles, ainsi que l'utilisation des téléphones portables, des téléphones sans fil, une exposition certaine aux antennes relais, l'exposition domestique au champ des compteurs communicants et autres équipements électroniques intelligents à la maison, et peut-être aussi l'exposition aux extrêmes basses fréquences des générateurs de forte puissance et des transformateurs, les jeunes ne sont plus épargnés par l'exposition aux champs électromagnétiques. La gamme de tumeurs de la clinique de Richter couvre tout l'éventail, leucémie, lymphome et cancer du cerveau, du nasopharynx, du rectum, du côlon, des testicules, des os, de la parotide, du sein, de la peau, de la colonne vertébrale, du poumon, du foie, des reins, de l'hypophyse, de la glande pinéale et de la prostate et de la joue. À la vue des graphiques dans le livre, on observe que le pourcentage d'adultes qui fument n'a cessé de diminuer depuis 1970, tant chez les hommes que chez les femmes. Pourtant, la mortalité due au cancer du poumon a presque quadruplé chez les femmes et est pratiquement la même chez les hommes qu'il y a 50 ans. Lorsque Dana Reeve, non fumeuse et veuve de 46 ans de l'acteur Superman, Christopher Reeve, est morte d'un cancer du poumon en 2006, le public a été stupéfait car on nous avait répété pendant des années que ce type de cancer était causé par le tabac. Pourtant, le cancer du poumon chez les personnes qui n'ont jamais fumé, en le considérant comme une catégorie à part, se classe aujourd'hui au 7e rang des causes de décès par cancer dans le monde, avant même le cancer du col de l'utérus, du pancréas et de la prostate. Le cancer du cerveau mérite d'être mentionné car de toute évidence, il y a une corrélation avec les téléphones portables. Plusieurs milliards de personnes dans le monde exposent leur cerveau jusqu'à plusieurs heures par jour à des rayonnements de micro-ondes à bout portant, une situation nouvelle qui a commencé vers 1996 ou 1997 dans la plupart des pays. Pourtant, il est difficile d'obtenir des données honnêtes sur les tumeurs cérébrales car des intérêts partiaux ont contrôlé la plupart des fonds de recherche sur les tumeurs cérébrales depuis l'avènement des téléphones portables numériques il y a 2 décennies. En conséquence, une guerre médiatique a opposé les scientifiques indépendants qui signalent un triplement ou un quintuplement des taux de cancer du cerveau chez ceux qui utilisent leur téléphone portable depuis 10 ans ou plus aux scientifiques rétribués par l'industrie, qui ne signalent aucune augmentation du nombre de cancers. Le problème, comme le dit le neurochirurgien australien Charlie Teo, à ceux qui veulent bien l'entendre, est que toutes les données sur l'utilisation des téléphones portables proviennent de banques de données contrôlées par les fournisseurs de téléphonie mobile et aucune société de télécommunications n'a autorisé les scientifiques à accéder à leur dossier pour ces grandes études. Charlie Teo, ce neurochirurgien australien, tire la sonnette d'alarme.
Je vois 10 à 20 nouveaux patients chaque semaine, dit-il, et au moins un tiers des tumeurs de ces patients se trouvent dans la zone du cerveau autour de l'oreille. En tant que neurochirurgien, je ne peux pas ignorer ce fait. Beaucoup d'entre nous, sinon la plupart, ont une ou plusieurs connaissances ou des membres de leur famille qui ont une tumeur cérébrale ou en sont morts. L'ami d'Arthur Firstenberg, Noel Kaufman, mort en 2012 à l'âge de 46 ans, n'a jamais utilisé de téléphone portable, mais il a utilisé un téléphone sans fil pendant des années, qui émet le même type de radiation, et la tumeur qui l'a tué se trouvait dans la partie de son cerveau située sous l'oreille contre laquelle il tenait ce téléphone. Nous avons tous entendu parler de personnes célèbres qui sont mortes de tumeurs cérébrales. Le sénateur Ted Kennedy, l'avocat Johnny Cochran, le journaliste Robert Novak, le fils du président Joe Biden, Beau Biden. L'auteur de ce livre a dans ses dossiers, envoyé par le directeur de la California Brain Tumor Association, une liste de plus de 300 célébrités qui ont une tumeur cérébrale ou qui en sont mortes au cours des 15 dernières années. Plus jeune, l'auteur dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'une célébrité qui ait eu un cancer du cerveau. Pourtant, des études très médiatisées nous assurent que les taux de tumeurs cérébrales n'augmentent pas. Ce n'est absolument pas vrai et une petite enquête montre pourquoi les données ne sont pas fiables, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. En 2007, des chercheurs du Conseil national suédois de la santé et de la protection sociale ont découvert que, pour une raison quelconque, un tiers des cas de cancer du cerveau diagnostiqués dans les hôpitaux universitaires et la majorité des cas dans les hôpitaux de comté n'étaient pas signalés au registre suédois du cancer. Tous les autres types de cancers étaient systématiquement signalés, mais pas le cancer du cerveau. Une étude de 1994 a révélé que des difficultés concernant la signalisation du cancer du cerveau apparaissaient déjà en Finlande. Bien que le registre finlandais des cancers soit complet pour la plupart des types de cancers, il sous-estime sérieusement les tumeurs cérébrales. Aux États-Unis, de graves problèmes ont été constatés en matière de surveillance, non seulement du cancer du cerveau, mais aussi de l'ensemble des cancers. Le programme Surveillance Epidemiology and End Results, géré par l'Institut national du cancer, dépend des registres des États pour fournir des données précises. Mais les données ne sont pas exactes. Le chercheur américain David Harris a déclaré lors d'une conférence à Berlin en 2008 que les registres d'État ne peuvent pas suivre la charge croissante des cas de cancer parce qu'ils ne reçoivent pas suffisamment de financement pour le faire. Les registres sont actuellement confrontés au défi de collecter plus de cas en moins de temps, avec souvent les mêmes ressources limitées que l'année précédente, a-t-il déclaré. Cela signifie que plus l'augmentation des cas de cancer sera importante, moins ils seront signalés, à moins que l'économie américaine ne s'améliore. Pire encore, les hôpitaux de l'administration des anciens combattants et les centres médicaux des bases militaires ont délibérément refusé de signaler les cas au registre du cancer de l'État. Un rapport de Brian Furlow, paru dans The Lancet Oncology en 2007, a noté une baisse précipitée de la déclaration par l'administration des vétérans des nouveaux cas au registre du cancer de Californie à partir de la fin 2004, de 3000 cas en 2003 à presque aucun à la fin 2005. Après s'être renseigné dans d'autres États, Furlow a découvert que la Californie ne faisait pas exception. Le registre du cancer de Floride n'avait jamais reçu de rapport de cas de l'administration des vétérans et les centres de cette administration dans d'autres États traitaient des années de cas de cancer en retard et non déclarés. Nous travaillons avec l'administration des vétérans depuis plus de 5 ans, mais la situation ne fait qu'empirer, lui a dit Holly Ho. Elle représente l'Association nord-américaine des registres centraux du cancer. Jusqu'à 70 000 cas de cancer de l'administration des vétérans n'étaient pas signalés chaque année. Et en 2007, cette administration a adopté une politique officielle de non-déclaration lorsqu'elle a publié une directive sur le cancer annulant tous les accords existants entre les registres des États et les établissements de l'administration des vétérans. Furlow a indiqué que le ministère de la Défense ne coopérait pas non plus avec les registres du cancer. Depuis plusieurs années, aucun cancer diagnostiqué dans les bases militaires n'était signalé aux registres nationaux. En raison de tous ces échecs, Dennis Deepon, du programme de surveillance du cancer de Los Angeles, a prévenu que les études basées sur les données déficientes seraient sans valeur. Les recherches du milieu des années 2000 nécessiteront à jamais un astérisque, ou peut-être un autocollant sur la couverture pour rappeler aux chercheurs et au public qu'elles ne sont pas correctes, a-t-il déclaré. Les médecins de l'Institut de recherche sur le cancer du sud de l'Alberta de l'Université de Calgary ont été choqués par les chiffres indiquant une augmentation de 30% des tumeurs cérébrales malignes à Calgary en une seule année entre 2012 et 2013, alors que les statistiques officielles du gouvernement proclament qu'il n'y a aucune augmentation des taux de tumeurs cérébrales malignes, que ce soit dans la province de l'Alberta ou au Canada. Cette divergence a mis le feu aux poudres sous la direction de Faith Davis, professeur d'épidémiologie à l'école de santé publique de l'Université de l'Alberta.
Aussi douteuses que soient les statistiques officielles concernant les tumeurs malignes, elles sont encore pires à propos des tumeurs non malignes. Le système de surveillance du Canada ne les enregistre pas du tout. Pour remédier à cette situation incroyable, la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales a annoncé en juillet 2015 qu'elle collectait des fonds pour aider M. Davis à créer un registre national des tumeurs cérébrales qui permettra enfin aux cliniciens et aux chercheurs d'avoir accès à des informations précises. Les études qui nous assurent que tout va bien avec les téléphones portables ont été financées par l'industrie des télécommunications. Malgré la grave sous-estimation des tumeurs cérébrales, des scientifiques indépendants confirment l'impression des neurochirurgiens et des oncologues que leur charge de travail augmente, ainsi que le fait manifeste que bien plus de personnes de notre entourage et dont nous entendons parler meurent de ces tumeurs. Le plus éminent de ces scientifiques indépendants est Lennart Hardel. Hardel est professeur d'oncologie et d'épidémiologie du cancer à l'hôpital universitaire d'Örebro en Suède. Bien que la plupart de ses recherches antérieures aient porté sur des produits chimiques comme les dioxines, les PCB, les ignifugeants et les herbicides, depuis 1999, il s'est concentré sur l'exposition au téléphone portable et sans fil. Il nous dit, sur la base d'études de cas témoins portant sur plus de 1250 personnes atteintes de tumeurs cérébrales malignes, que l'utilisation de téléphones portables et de téléphones sans fil augmente considérablement le risque de cancer du cerveau. Plus vous utilisez un tel téléphone depuis longtemps, plus vous cumulez des heures d'utilisation et plus vous êtes jeune au moment de la première exposition, plus vous risquez de développer une tumeur. 2000 heures d'utilisation d'un téléphone cellulaire, selon M. Hardel, triple le risque. 2000 heures d'utilisation d'un téléphone sans fil font plus que doubler le risque. La première utilisation d'un téléphone portable avant l'âge de 20 ans multiplie par 3 le risque global de cancer du cerveau, par 5 le risque de développer un astrocytome, le type le plus courant de tumeur maligne du cerveau, et par 8 le risque de développer un astrocytome du côté de la tête où est tenu le téléphone. La première utilisation d'un téléphone sans fil avant l'âge de 20 ans double le risque de toute tumeur cérébrale, quadruple le risque d'astrocytome et multiplie par 8 le risque d'astrocytome du même côté de la tête. La littérature sur les antennes relais et les antennes radio est moins corrompue. Presque toutes les études existantes, jusqu'à récemment, ont été financées par des sources indépendantes et non par l'industrie des télécommunications, et elles ont donné des résultats cohérents. Vivre près d'une antenne de transmission est cancérigène. William Morton, de l'Université des sciences de la santé de l'Oregon, a découvert que le fait de vivre à proximité d'antennes de radiodiffusion VHF-TV constituait un risque important de leucémie et de cancer du sein dans la région métropolitaine de Portland-Vancouver de 1967 à 1982. En 1986, le ministère de la Santé de l'État d'Hawaï a constaté que les habitants d'Honolulu, qui vivaient dans des secteurs de recensement comportant une ou plusieurs antennes de diffusion, présentaient un risque accru pour tout type de cancer confondu, de 43%. En 1996, Bruce Hawking, médecin du travail à Melbourne, a analysé l'incidence du cancer chez les enfants de 9 municipalités australiennes par rapport à un groupe de 3 antennes de télévision de grande puissance. Les enfants vivant à moins de 4 km des pylônes avaient presque 2 fois et demi plus de risques de mourir de leucémie que les enfants des villes plus éloignées. En 1997, Helen Dolk et ses collègues ont découvert des taux élevés de leucémie, de cancer de la vessie et de mélanome chez les adultes près de l'antenne de Sutton Coldfield, à la limite nord de Birmingham. Lorsque Dolk a étendu son étude à 20 antennes de transmission de grande puissance en Grande-Bretagne, elle a découvert qu'en général, plus on vit près d'une tour, plus on risque d'avoir une leucémie. En 2000, Neil Cherry a analysé le taux de cancer chez les enfants à San Francisco en fonction de la distance par rapport à la Sutro Tower. La Sutro Tower mesure près de 300 mètres de haut, se dresse au sommet d'une haute colline et peut être vue de tout San Francisco. Au moment de l'étude de Cherry, elle diffusait près d'1 million de watts de signaux de télévision VHF et de radio FM, ainsi que plus de 18 millions de watts de télévision UHF. Les taux de cancer du cerveau, de lymphome, de leucémie et de tous les cancers combinés dans tout San Francisco étaient liés à la distance qui séparait un enfant de cette tour. Les enfants qui vivaient sur des collines et des crêtes avaient beaucoup plus de cancer que les enfants qui vivaient dans des vallées et étaient protégés de la tour. Les enfants qui vivaient à moins d'1 kilomètre de l'antenne avaient un taux de leucémie 9 fois plus élevé, un taux de lymphome 15 fois plus élevé, un taux de cancer du cerveau 31 fois plus élevé et un taux de tout cancer confondu 18 fois plus élevé que les enfants du reste de la ville. En 2004, Ronnie et Danny Wolf ont répondu aux habitants d'un petit quartier situé autour d'une seule antenne relais dans le sud de Netanya, en Israël. Au cours des 5 années précédant la construction de l'antenne, 2 des 622 résidents ont développé un cancer. Au cours de la première année suivant l'érection de l'antenne, 8 autres ont développé un cancer.
Cela a transformé un quartier dont le taux de cancer était l'un des plus bas de la ville en une zone où le risque était plus de 4 fois supérieur à la moyenne de Netanya. La même année, Horst Eger, médecin à Naila en Allemagne, a examiné 1000 dossiers de patients dans sa ville natale. Il a découvert que les personnes qui vivaient à moins de 400 mètres d'une antenne relais avaient 3 fois plus de risques de développer un cancer et le développaient en moyenne lorsqu'elles étaient plus jeunes de 8 ans que les personnes qui vivaient plus loin. En 2011, dans une métropole du sud-est du Brésil, Adilza Dodé a dirigé une équipe de scientifiques universitaires et de responsables gouvernementaux qui confirment les résultats de toutes les études précédentes. Le risque de cancer pour les habitants de Belo Horizonte a diminué de manière uniforme et constante avec la distance d'une antenne relais augmentant. Et le 24 février 2011, la Cour suprême d'Italie a confirmé la condamnation en 2005 de ce cardinal Tucci, dont nous avons parlé en tout début de chapitre, pour avoir pollué Rome avec des ondes radio. Une peine de 10 jours de prison avec sursis a été sa seule punition. Personne n'a jamais été indemnisé pour les préjudices subis. Le ministère public n'a pas porté plainte pour homicide par négligence. Les antennes de Radio Vatican n'ont pas été désactivées. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre sur le cancer. Je dirais que les 3 derniers chapitres sur les maladies cardiaques, le diabète et le cancer sont parmi les plus importants de ce livre, puisque ce sont des maladies de civilisation qui explosent, nous l'avons vu. Et peut-être il serait bon de partager ces chapitres à vos proches qui peut-être souffrent d'une telle pathologie. Alors, il nous restera 3 chapitres à partir de là. Nous avons le prochain chapitre, le chapitre 14, qui nous expliquera que l'électricité a tendance à augmenter l'espérance de vie, mais qu'il tend à développer les maladies. Donc ça, ce sera pour le prochain chapitre. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que le contenu est clair. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques par rapport à la forme de ce contenu. Et puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Merci à vous. À bientôt.